Donc un petit retour sur la CTI et déjà, qu'est-ce que ça n'est pas, en revenant sur quelques idées reçues qui datent maintenant de quelques années. Le sujet est maintenant de plus en plus bien connu par les organisations, mais il reste encore quelques idées reçues sur le sujet de la CTI. Donc non, ce n'est pas juste de la veille, même de luxe, parce que ça peut, pour certains producteurs de CTI, coûter cher. Donc ce n'est pas juste de la veille de luxe. Non, pour nous, c'est pas non plus simplement de la cybersurveillance sur du pass-bin ou du darknet pour trouver des fuites de données. Ce n'est pas non plus finalement juste des listes d'IP ou de noms de domaine d'indicateurs de compromission qui seraient envoyés pour faire des blacklists ou des choses comme ça. Et c'est pas non plus forcément du marketing, ce n'est pas forcément que des rapports euh, qui, servent, qui servent plutôt à des fins d'information. La CTI, c'est pas ça pour nous. Donc pour en revenir vraiment au mot, donc dans CTI, il y a threat et intelligence, si on enlève le mot cyber qui est rajouté maintenant partout. Donc vraiment, si on prend la partie menace, donc la menace, c'est vraiment la combinaison de trois éléments, donc des intentions hostiles d'un adversaire, des capacités techniques, organisationnelles, financières, et des opportunités. Et les opportunités sont plutôt situées là chez la victime, donc une organisation, une entreprise, une administration. Les opportunités, c'est souvent donc une vulnérabilité technique ou alors une vulnérabilité humaine si on parle de social engineering. Donc la menace va être voilà, la combinaison de ces trois éléments. Et la threat intelligence va s'intéresser à étudier ces menaces en étudiant ces trois éléments principaux. Ensuite, intelligence, et donc là, c'est plutôt le terme anglo-saxon qui renvoie au renseignement. C'est-à-dire que pour étudier ces menaces et toutes ces composantes, on va devoir mettre en place un vrai processus de renseignement pour collecter, pour traiter, analyser et diffuser toutes les informations qui vont pouvoir être transformées en renseignements. Donc je ne vais pas forcément détailler beaucoup le cycle de renseignement qui est connu maintenant et qui s'applique évidemment assez facilement à tout ce qui est CTI. Mais voilà, la première phase va être très importante, c'est savoir qu'est-ce qu'on recherche. Et nous, dans le cadre de notre expertise en CTI, ça va plutôt être relatif à nos clients, de se dire voilà, quelles sont les menaces qui ciblent nos clients, particulièrement par rapport à un secteur d'activité, ou est-ce qu'il y a des menaces aussi qui sont assez génériques et qui ciblent tous les secteurs. Donc, orienter nos capteurs par exemple, en input, on peut avoir le RSSI, une analyse de risque qui va nous permettre ensuite de mettre en place des capteurs pour collecter des données sur ces menaces. Et la collecte de données peut se faire en source ouverte, en source plus fermée, avec des abonnements payants, ou ça peut être pas forcément des données techniques, mais ça peut être aussi aller à des conférences, discuter, faire partie de communautés d'intérêt en termes de cybercrime, de CTI, de tout ce qui est CERT et CCERT, qui sont des communautés où on partage de l'information sur des incidents. Ensuite, une phase de traitement des données qui est importante, qui va permettre de structurer ces données brutes qui sont pas forcément toujours qui ne sont pas structurées. Ça peut être un tweet, ça peut être un blog post, un rapport où il y a des éléments qui ne sont pas forcément structurés et reliés entre eux. Et l'avant-dernière phase, l'analyse et production, c'est la phase la plus intéressante pour les analystes. C'est vraiment de créer à partir d'informations recoupées, créer des liens et voilà, en faire une analyse, une production qui va pouvoir être ensuite diffusée pour être actionnable. Et actionnable, ça veut dire être utile à quelqu'un, c'est-à-dire ça peut servir à de la détection d'incidents, mais ça peut être juste servir aussi à de la sensibilisation ou à aider une équipe de réponse sur incident à orienter ses investigations. Il n'y a pas qu'une seule CTI, donc il y a plusieurs niveaux. On entend souvent parler de 3 ou 4 niveaux. Nous, on parle souvent on se limite à 3 pour que ça soit plus simple. On va parler de CTI
stratégique, tactique et opérationnel, ou opérationnel ou technique selon les cas. Et donc, chaque type de renseignement est évidemment interconnecté. Et la CTI tactique va autant alimenter la CTI stratégique que la CTI opérationnelle. Et le but est d'avoir vraiment une vision d'ensemble et ne pas se dire que la CTI, c'est vraiment qu'un sujet technique. Ça peut être aussi un sujet très stratégique parce que le but de cette CTI, ça va être de contextualiser les menaces et donc de pouvoir aussi aider les décideurs à prendre les bonnes décisions en matière de, par exemple, couverture défensive en termes de détection. Bah de savoir que les menaces principales de mon secteur cible utilisent tel ou tel mode opératoire. Ça va me permettre de prioriser un budget ou un plan d'action sur des nouveaux équipements de cybersécurité à acquérir, un CERT à créer, un SOC à faire monter en compétences. Ça va permettre aussi de faire ça, la partie vraiment CTI stratégique. Donc pour donner une définition plus concrète de la CTI, bah, chez Sequoia, pour nous, c'est vraiment voilà, connaître et comprendre les cybermenaces et les adversaires qui sont derrière, parce que finalement, ces menaces ne sont pas virtuelles, et derrière, il y a bien des humains, des groupes, des organisations, voire des pays qui sont organisés, qui ont plus ou moins de capacités financières, techniques pour mener leurs attaques et qui vont cibler nos clients. Et toute cette connaissance et compréhension de la menace, notre but, ça va être aussi de la contextualiser et de la mettre en perspective dans un contexte qui va au-delà de la technique. Donc, il va aller sur un contexte sectoriel, géographique, géopolitique, économique, pour donner, selon le type de CTI, voilà, une teinte plus ou moins, plus ou moins structurée par rapport à ce que peuvent attendre un décideur ou l'opérateur d'un SOC ou un analyste dans un CERT. Et le mot-clé que je vais souvent peut-être utiliser, c'est le mot actionnable. Donc, c'est-à-dire que voilà, ce renseignement qui va être structuré, construit, il va falloir aussi le rendre utile et le rendre utilisable facilement. D'où le terme actionnable. Le but, voilà, c'est voilà, si j'ai un indicateur et que je veux l'utiliser dans un contexte de détection, il faut qu'il soit facilement ingérable par mon produit, mon SIEM, facilement compris par un équipement comme un firewall ou un proxy. Donc, il faut que l'information soit actionnable. Et là, je parle d'un point de vue technique, mais dans un point de vue stratégique, c'est la même chose. On ne va pas présenter un RSSI ou un COMEX une suite d'indicateurs, mais par contre, on va plutôt le présenter sous forme de dashboard, de map et de choses un peu plus structurées et qui va parler à des dirigeants. Donc la même information peut se retrouver sous différentes formes selon le dessinateur de cette CTI. Et donc l'un des résultats de produire ce renseignement sur la menace, ça va être voilà, de pouvoir avoir rapidement des vues sur le paysage des cybermenaces actuelles. Donc là, c'est une version très simplifiée pour montrer que ce que nous, on peut constater en termes d'analyse par rapport à nos clients ou par rapport à tout ce que l'on peut consulter en source ouverte, c'est vraiment l'émergence de deux types de menaces principales. La partie APT, qui va plutôt être dédiée à des actions de cyberespionnage et qui sont de plus en plus sophistiquées comme type d'attaque. Et en même temps, ils utilisent des outils connus, open source ou commerciaux, qui sont souvent utilisés déjà par des red teams. Mais c'est intéressant de voir cette évolution de la menace plutôt étatique qui va dans ce sens-là pour essayer de limiter l'attribution et se fondre dans le bruit ambiant d'un système d'information qui serait victime d'attaque. Et la menace numéro un qui va concerner la plupart de nos clients et même des particuliers maintenant, ça va être plutôt la partie cybercrime organisée maintenant, qui est vraiment professionnalisée. Et là, on a vu depuis fin 2018, 2019, le retour des attaques par des ransomware, mais qui sont beaucoup plus ciblées et qui visent à plutôt compromettre
l'intégralité, voire une grande partie du SI de la cible, de la victime, pour ensuite voler des données en amont, ensuite chiffrer pour demander des rançons et avoir un double levier pour mener à bien leur extorsion. Sur la partie e-commerce, voilà, tout ce qui est skimmer, JavaScript, qui va permettre à certains groupes qui sont spécialisés de voler des données bancaires. Donc c'est aussi une menace qu'on voit assez souvent. Et aussi pas mal encore de cryptojacking pour, euh, pour produire des crypto-monnaies finalement en prenant le contrôle des ressources de l'entreprise et en les détournant pour produire des crypto-monnaies. Donc, côté enjeu et challenge, le principal enjeu pour nous et ce qui rend indispensable la mise en place d'une capacité de CTI, c'est vraiment de se dire, voilà, comment peut-on se protéger de menaces qu'on ne connaît pas? Donc la réponse est simple, c'est qu'on ne le peut pas. Dans un paysage de la menace qui est vraiment de plus en plus vaste, il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent dans le cybercrime. Il y a de plus en plus d'attaques qui profitent des événements internationaux. Donc, on peut prendre l'exemple du Covid-19 qui a servi de leurre de leurre pour de nombreux groupes cybercriminels ou étatiques pour inciter leurs victimes à cliquer sur un lien, cliquer sur une pièce jointe malveillante. Donc, on a vu une certaine explosion à ce niveau-là, même si c'est pas forcément nouveau. Mais on voit que maintenant, il va falloir prioriser un petit peu les menaces qui nous ciblent, en priorisant celles qui sont assez génériques et communes, et celles qui ciblent en particulier mon organisation ou ciblent en particulier mon secteur d'activité ou une zone géographique dans laquelle mon entreprise euh, est déployée pour du business. Donc quelques challenges que nous qu'on a identifiés. Donc voilà, de plus en plus de menaces et de vulnérabilités à surveiller. Donc c'est vrai que côté vulnérabilité, ça aussi c'est une question qui revient depuis très longtemps, mais donc il y a beaucoup de vulnérabilités critiques qui sortent, et donc des fois c'est un peu compliqué de prioriser la mise en place du patch management. Et donc c'est vrai que la CTI permet aussi de contextualiser cette partie veille vulnérabilité en se disant que voilà, si une vulnérabilité critique ou pas forcément critique, mais est connue, révélée publiquement, si des proof of concept sont disponibles, si on a eu la connaissance que certains attaquants ont déjà exploité cette vulnérabilité, ça va permettre de prioriser aussi la mise en place du patch et de donner ce sens de la priorité, parce que toutes les équipes de cybersécurité, qu'elles soient opérationnelles ou fonctionnelles, sont maintenant débordées par ce genre de menaces. Passer d'une posture réactive à une posture d'anticipation. Donc là, c'est vraiment le sens premier de la CTI, de se dire que voilà, on va se placer en amont des menaces et essayer de les connaître et de les comprendre, pas forcément toujours les anticiper parce que c'est compliqué, mais en tout cas d'avoir la bonne connaissance du moment sur les menaces du moment pour les traiter au mieux. Partager le renseignement facilement et rapidement. Donc là, c'est la partie aussi actionnabilité qui va avec le point contextualisé et rendre actionnable le renseignement. C'est-à-dire que voilà, maintenant, il y a beaucoup aussi de sources ouvertes, gratuites, qui existent, qui permettent d'avoir des indicateurs, des rapports, qui vont parler de telle ou telle menace. Sauf qu'il y en a beaucoup trop et les entreprises n'ont pas forcément le temps de le traiter et de les intégrer dans leur process. Donc, il faut trouver aussi des moyens de structurer cette information, la contextualiser, la fiabiliser pour ensuite l'utiliser dans son SIEM ou la transformer pour sensibiliser un COMEX ou un RSSI. Recueillir et répondre aux besoins de tous, c'est comme je l'ai dit, la CTI, il n'y a pas qu'une seule CTI. Il y a beaucoup d'acteurs dans l'entreprise qui sont intéressés, on le verra dans la partie suivante. Et donc, il faut recueillir tous les besoins, et pas forcément que les besoins du RSSI et du COMEX,
ou du SOC, il y a d'autres acteurs qui peuvent être intéressés par avoir du renseignement sur la menace pour qu'ils puissent améliorer leur, euh, leurs actions en termes de cybersécurité. Donc, comment on y répond côté Sequoia? Euh, donc, nous, on a une équipe dédiée au sein du CERT d'une dizaine d'analystes et qui va nous permettre voilà, de produire, enfin de collecter, traiter et analyser cette CTI et ensuite la rendre disponible sous différents formats à nos clients. Euh, en termes d'équipe, ce qui est important aussi, c'est de se dire que c'est pas forcément qu'une équipe d'ingénieurs en cybersécurité, mais c'est plutôt une équipe pluridisciplinaire qu'il faut pour produire de la CTI actionnable, parce qu'il va falloir contextualiser ce renseignement. Et donc, des profils type sciences politiques, intelligence économique, relations internationales seront très intéressants pour produire du renseignement qui va être utile à nos clients. En termes de réponse, un petit peu à tous les points évoqués précédemment, nous, chez Sequoia, on a fait plusieurs choix. Donc, on a fait le choix d'utiliser un format STIX 2.1 qui va permettre de structurer l'information et de modéliser cette cybermenace sous la forme d'un graphe. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail lors de la démonstration. On va aussi utiliser des référentiels internationalement connus et reconnus comme MitraTac, qui va permettre de lister toutes les tactiques et les techniques utilisées par les groupes d'attaquants. Et ça va permettre de faciliter la modélisation, parce que tout le monde parlera un langage commun. Donc on voit de plus en plus de rapports d'éditeurs de cybersécurité qui prennent le temps de modéliser en mode attaque leurs rapports. Et voilà, ça va permettre aussi de capitaliser sur les techniques les plus utilisées, quels que soient les groupes d'attaquants. Et cette connaissance va permettre voilà, de prioriser en se disant voilà, cette technique-là en particulier est utilisée par 90% des attaquants. Et là, en termes de défense, il faudra peut-être focaliser des actions et du budget sur comment je fais à détecter cette attaque, cette technique, et qu'est-ce que je dois mettre en place comme processus, comme outil pour prévenir les attaques utilisant cette technique. On utilise évidemment aussi la keychain de Lockheed Martin qui va permettre pour un indicateur d'indiquer si l'indicateur est plutôt dans une phase en amont ou en aval de l'attaque. Et ce renseignement va permettre de prioriser en termes d'alerte dans un SOC, de se dire que voilà, si cet indicateur est plutôt relié à un serveur de commande et de contrôle pour de l'exfiltration, c'est qu'on est à la fin de l'attaque. Et donc l'alerte peut être gérée de façon un peu plus prioritaire que si c'est seulement une reconnaissance. Une autre base de contextualisation, c'est la base des vulnérabilités. Le but, ça va être aussi de contextualiser ces vulnérabilités et les enrichir quand on a la connaissance qu'elles soient exploitées par des groupes d'attaquants. Et les deux derniers petits logos, ça va être plutôt le secteur d'accès. Si on a la connaissance que cette menace cible un secteur particulier, de le relier à cette menace, ça va permettre aussi, selon les secteurs de nos clients, de leur apporter une priorisation particulière. Parce qu'on sait que cette attaque a été vue dans un contexte identique au leur. Et aussi l'implantation géographique, parce que finalement, les menaces ne sont pas forcément les mêmes, qu'on soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Il n'y a pas forcément les mêmes types de menaces ou les mêmes groupes d'attaquants qui opèrent selon les zones géographiques. Et nos réponses en termes de production, donc là, ça va être plutôt en termes de livrables. Donc, selon le type de CTI, on va avoir des livrables type rapport. Donc, nous, on a un rapport plutôt quotidien qu'on appelle le Flint et qu'on envoie à nos clients et qui permettent d'alerter sur la menace du jour de façon très synthétique. Ensuite, on a une partie plutôt base de renseignement que je vais vous présenter plus tard et qui là va être plutôt aussi très opérationnel, donc avec beaucoup d'indicateurs et qui vont permettre à un SOC ou à un CERT
de mener leurs opérations de hunting et de détection. Et sur la partie tactique, là aussi, notre base de données et son interface va permettre d'avoir une vision très assez macro, mais en même temps assez détaillée sur la partie mode opératoire qui vont permettre aux équipes, là aussi plutôt certes, d'avoir une visibilité sur les derniers modes opératoires utilisés par certains groupes d'attaquants. Donc, comme je le disais précédemment, finalement, il y a beaucoup de clients de la CTI au sein d'une organisation et elle peut irriguer l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. Donc, ça va du COMEX jusqu'au au SOC ou à la partie gestion des vulnérabilités, donc des équipes très opérationnelles. Et donc, il faut trouver les bons formats qui vont parler à ces différents clients et qui vont leur permettre d'améliorer au final le niveau de cybersécurité de leur organisation. Donc, je vais faire un zoom plus tard sur la partie détection. Et certes, après, il y a aussi, par exemple, quand je parlais du bulletin Flint, c'était un exemple de livrable qui peut être aussi adapté avec une vision à la fois stratégique, tactique, opérationnelle, et montrer qu'on peut combiner toutes ces différentes strates de CTI dans le même livrable, qui va permettre à un dirigeant, ou en tout cas à un membre du management, d'avoir accès à une information synthétique sur une menace, et à la fois d'avoir des détails techniques, que ce soit sur les modes opératoires, donc les techniques attaques, et à la fois des IOC qui vont eux plutôt servir au SOC, et évidemment aussi des recommandations, qu'elles soient techniques ou organisationnelles, pour avoir les meilleures actions à prendre en termes de prévention, protection ou détection. Donc, sur la partie exemple du SOC, clairement, les indicateurs fournis par la CTI va permettre d'augmenter les capacités de détection. Mais le plus important, ça va être la deuxième partie, ça va être la contextualisation. C'est-à-dire que beaucoup de SOC sont abonnés ou sont inscrits à des flux d'indicateurs qui ne sont pas forcément toujours très contextualisés. Donc là, le but de la CTI, c'est vraiment d'apporter ce contexte et de se dire que chaque indicateur est lié euh, soit à un malware, soit à un groupe d'attaquants, indique une phase de la kill chain, indique une zone géographique, un secteur d'activité, une victime connue, et ce qui va permettre, en cas de levée d'alerte, de prioriser, parce qu'on sait très bien que dans un SOC, il y a beaucoup d'alertes qui sont levées, et donc il va falloir avoir tout ce contexte pour lever les alertes les plus pertinentes et permettre aux analystes du SOC d'opérer euh, de façon priorisée ces alertes. Et comme dans le cycle du renseignement, euh, la dernière étape du feedback, que je n'avais pas forcément beaucoup présenté, finalement, le résultat de ces détections, que ce soit des vrais incidents ou des faux positifs, ça fourniront aussi des données intéressantes et super importantes pour la CTI, qui va nous permettre d'améliorer la connaissance de la menace. Parce que la détection chez plusieurs clients d'un même incident va permettre de reprioriser en termes de CTI notre chaîne d'orientation et de se dire, on va peut-être rechercher beaucoup plus d'éléments liés à cette menace parce qu'on sait qu'en ce moment, ça touche la France et certains de nos clients ou certains secteurs d'activité. Donc, on va pouvoir prioriser tout ça et enrichir aussi notre base de connaissances. Côté Blue Team, donc tout ce qui va être CERT et CICERT, là aussi, en cas de réponse sur incident, les équipes de réaction vont avoir besoin de savoir assez rapidement est-ce que cet incident, est-ce qu'il est lié à une menace connue et qu'est-ce que notre base de CTI connaît de cette menace. Et tout ça va permettre d'accélérer les investigations, d'éliminer des faux positifs et d'offrir des pistes pour aller chercher au bon endroit et confirmer plus rapidement certaines hypothèses quand on est vraiment dans un contexte de réponse sur incident
où on va essayer d'investiguer pour trouver par où est passé l'attaquant, qu'est-ce qu'il a déposé, où est-ce qu'il l'a déposé, quels sont comment il a exfiltré de l'information, est-ce qu'il a exfiltré de l'information. Si on connaît les menaces en amont, ça va permettre d'accélérer cette partie-là d'investigation. Et comme dans le cas du SOC, évidemment, dès qu'on trouve des nouveaux éléments dans la partie réponse sur incident, ça permet d'enrichir la connaissance de la menace et l'intégrer à la CTI. Donc, je vais passer à une partie plus démonstration et vous montrer comment ça se concrétise dans notre Intelligence Center, qui fait partie, qui est un module de notre plateforme Sequoia.io. Donc là, on se retrouve dans la vue principale de l'Intelligence Center, mais avant de commencer pour une petite exploration de ce module, je voulais vous parler un petit peu des différentes sources aussi qu'on peut utiliser en termes de CTI et ce qu'on utilise nous chez Sequoia. Donc cette base elle sert à capitaliser toutes les données pertinentes que nous souhaitons transformer en raisonnement actionnable sur la menace pour nos clients. Donc elle est mise à jour tous les jours, voire toutes les heures, et elle est exploitée directement par Sequoia.io pour apporter des détections d'incidents chez nos clients. Donc côté source, nous on s'appuie sur beaucoup de sources ouvertes en premier lieu. Donc que ce soit des trackers publics de malware comme URLAOS, FeodoTracker, mais également tout ce que peut produire la communauté cybersécurité. Donc on peut parler de tout ce qui est rapport, blog post, tweets, qui sont produits par des chercheurs en cybersécurité ou par d'autres éditeurs de cybersécurité, et qui représentent vraiment une mine d'or en source ouverte en termes d'indicateurs et de contexte. Et nous, on va les retravailler, on va les structurer en sticks, je vais vous montrer tout à l'heure, et on va aussi évidemment fiabiliser ce renseignement. Parce que voilà, tout ce qu'on trouve en source ouverte n'est pas forcément toujours fiable. Le but, c'est de vérifier, de contrôler et ainsi éviter le moindre faux positif qui apporterait donc des alertes non pertinentes dans un contexte de détection. En tant que CERT aussi, nous avons accès à des communautés privées qui apportent aussi des renseignements à forte valeur ajoutée. Comme autre source, on a aussi des sources internes, donc Sequoia, des sources maison qu'on a mis en place. Donc on a des trackers pour suivre certains groupes d'attaquants, certains malwares, certains outils offensifs ou commerciaux, type Cobalt Strike, PowerShell Empire, des choses comme ça, et qui nous permettent de produire des indicateurs techniques très frais sur ces menaces. On a aussi nos clients Sequoia.io, finalement, qui, via les détections qu'on peut faire, ça nous apporte aussi de la télémétrie, nous permettant d'enrichir la partie CTI. Et évidemment, comme on a une Blue Team, et quand on intervient sur des réponses sur incidents chez des clients, on va pouvoir réinjecter de façon anonyme des artefacts qu'on aurait pu trouver et qui nous semblent pertinents à mettre dans la base. Donc, côté Intelligence Center, donc ça c'est la vue principale et qui repose un petit peu sur tous les objets STIX 2.1. Donc, je ne pense pas que tout le monde soit forcément un expert de STIX, qui n'est pas forcément encore très très connu en France. Donc voilà, c'est les différents objets qui en STIX, vont permettre de modéliser une cybermenace. Et l'avantage et la grande valeur ajoutée de STIX, ça va être vraiment de créer des relations entre ces objets. Et ces relations vont permettre de structurer notre renseignement et apporter beaucoup de contexte. Donc, comme objet, on a les attaques patterns. Donc, les attaques patterns, c'est plutôt tout ce qu'on appellera TTP. Donc, Tactics, Techniques and Procedures. Donc, ça va être les modes opératoires techniques des attaquants, les techniques qu'ils utilisent pour
compromettre un SI, s'y déplacer, exfiltrer des données, assurer une persistance dans le système, par exemple. Donc là, on va avoir dans toute cette partie attaque pattern, on va importer déjà toute la base attaque qui va être notre modèle de référence, mais on ne s'interdit pas non plus de créer nos propres TTP si on en identifie des plus spécifiques. Ensuite, on aura un objet campagne qui va permettre de modéliser des campagnes d'attaque. Je vais rentrer un peu plus dans les détails un peu plus tard. Quel autre objet je peux vous montrer évidemment, des objets pour modéliser des malwares, les indicateurs, qui sont les objets les plus en plus grand nombre dans la base. Et intrusion set, c'est plutôt les groupes d'attaquants. Ça représente la partie groupe d'attaquants. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche d'un groupe d'attaquants en prenant l'exemple de APT37, qui est un groupe d'attaquants nord-coréen. Je vais peut-être un peu mettre plus grand. Voilà. Donc un groupe d'attaquants attribué en source ouverte à la Corée du Nord et qui est assez actif depuis plusieurs années. Donc on retrouve dans cette fiche les différents alias du groupe d'attaquants, ces différents buts. Donc là, c'est plutôt un attaquant étatique avec des buts d'espionnage. Une petite description du groupe d'attaquants. Et ensuite, on a toutes les relations de cet objet groupe d'attaquants. Donc on voit toutes les campagnes d'attaque qui ont été attribuées. On a aussi tous les malwares là, qui l'utilisent. Donc si je vais dans une campagne, je vais retrouver un petit peu de détails sur la campagne, que ce soit la période pendant laquelle a eu lieu cette campagne, ses objectifs, donc là de l'espionnage, une petite description, la source d'origine. Donc comme je le disais, on s'appuie aussi sur beaucoup de sources ouvertes. Donc là, c'est issu d'un rapport de Palo Alto et qu'on a, nous, remodélisé en Stix. Donc la campagne aussi a différents types de relations. La relation indicates va pour permettre d'avoir tous les indicateurs. Donc vraiment tout ce qui va être IP, nom de domaine, clé de registre, hash de fichier, et qui ont permis de caractériser cette campagne. Dans les targets, on va avoir soit la cible, c'est-à-dire l'organisation qui a été ciblée. Donc là, c'est plutôt le gouvernement américain. Donc on a le secteur d'activité plutôt gouvernemental. Et cette campagne, elle utilisait différents malwares et différents TTP attaques qu'on a pu modéliser. Donc si je clique sur le malware, je me retrouve sur la fiche du malware avec là aussi toujours pareil les relations et les TTP utilisés. On retrouve la source originale, les différents rapports aussi dans lesquels on cite cette campagne. Donc par exemple, on le cite dans l'article de Palo Alto, mais nous chez Sequoia, on en avait fait aussi un Flint, donc on le retrouve aussi dans ce rapport produit par les analystes de Sequoia et qui est là aussi modélisé évidemment en Stix. Je disais que Stix permettait finalement était une base de données de type graph. Donc là, c'était pour un petit peu illustrer tout ça, vous montrer que voilà, si je modélise ce Flint avec une vue graph, on voit les différentes relations entre les objets. Donc avec au centre la campagne qui va utiliser différents malwares. Ces malwares eux-mêmes utilisent différents attaques patterns auxquelles on va pouvoir adjoindre aussi des courses of action, donc des recommandations pour se protéger de ces TTP.
la campagne est attribuée à APT37 et chaque malware ou la campagne est caractérisée par des indicateurs de type là, des hash du malware. En termes de navigation, on peut aussi donc faire des recherches sur, je parlais de contextualisation, et donc c'est important pour nous d'avoir tout ce qui est secteur d'activité. Donc là, si je cherche le secteur service financier, je vais me retrouver sur la fiche. Et si je vais voir les liens, je vais voir toutes les campagnes qui target, qui ciblent ce secteur d'activité, qui est un secteur beaucoup ciblé par des cyberattaques. Et dans l'onglet Report, je vais retrouver un petit peu toute la veille et toutes les productions de Sequoia ou de l'ANSI. On intègre aussi les rapports de l'ANSI dans l'Intelligence Center qui vont nous permettre d'avoir du contexte sur cette menace quand on est un client du secteur financier. Donc, je parlais des rapports de l'ANSI, par exemple. Au début de l'année, ils avaient produit un rapport sur le ransomware Maze. Et donc, ils avaient aussi partagé un rapport en PDF, mais aussi un rapport en sticks. Et donc, c'était assez facile pour nous ensuite de l'intégrer dans la plateforme et de le modéliser assez facilement. En termes de vue, donc on a là c'est vraiment la vue, on va dire base de données, où on va pouvoir naviguer dans les différents objets. On a aussi une vue plus dédiée à la partie veille. Donc on intègre aussi beaucoup de blog posts et de rapports qui sortent en source ouverte. On va les intégrer dans la plateforme et en extraire le maximum de contexte, d'indicateurs, de contexte sectoriel, géographique et des TTP. Et donc on a créé une vue report pour pouvoir naviguer plus facilement dans ces rapports, que ce soit des rapports de différents blogs, que aussi nos Flint qu'on va pouvoir retrouver exactement sur la plateforme en format PDF, comme on l'envoie à nos clients par mail. Et donc on voit en termes d'indication, à chaque fois l'indication du secteur d'activité ciblé ou de la zone géographique. Et pour affiner cette vue, on a créé aussi des filtres qui vont permettre de créer ce qu'on appelle des feeds. Et donc créer, par exemple, si je veux créer un filtre sur le secteur de l'énergie et des utilities, je peux créer je peux aussi choisir la source. Donc là, je vais prendre toutes les sources. Donc je vais créer ce feed-là. Et dans la vue report, je vais pouvoir retrouver ces filtres. Et donc là, avoir une vue sur seulement toutes les menaces qui vont cibler le secteur de l'énergie et utilities et d'avoir tous les livrables. Là, j'ai mis toutes les sources, donc je peux avoir autant du Sequoia que des sources tierces. Et donc, je peux facilement naviguer dans tout ça. Donc ça, c'est vraiment la vue de consultation. Par contre, je peux aussi vous montrer la vue, si je retrouve le bon onglet, Content Proposal, pour vous montrer comment, et là, nos clients n'ont pas forcément encore accès à cette partie-là, comment on va pouvoir produire ce renseignement. Par exemple, on est tombé sur un rapport qui nous semble intéressant, comment l'analyste CTI va pouvoir assez facilement structurer cette information dans l'outil. Donc là, j'ai pris un rapport PDF d'un éditeur de cybersécurité et je vais l'importer dans la plateforme. Donc là, on va se retrouver avec normalement le PDF qui s'affiche. Et on va retrouver à gauche finalement tous les objets qui ont été extraits
du rapport, qui ont été reconnus et qui sont connus dans notre base de CTI. Donc là, c'est un malware. Si je clique, on va se retrouver là où on parle de Beacon, qui est un outil de Cobalt Strike pour utilisé comme malware par beaucoup de groupes d'attaquants. On voit aussi tout ce qui est les techniques attaques qui sont reconnues et les indicateurs. Donc là, un hash de fichier. Et donc, finalement, en un clic, on va pouvoir créer ces indicateurs dans la base. Donc là, si je crée l'indicateur, je peux lui donner une confiance, lui donner une phase de la keychain et l'associer, évidemment, créer une relation, parce que dans notre base, on ne retrouve aucun indicateur qui n'a pas au moins une relation avec un malware, un groupe d'attaquants, une campagne, pour pas qu'en cas de détection, on sache que c'est malveillant, mais on ne sache pas pourquoi. Donc là, je vais faire un lien avec Beacon, et je vais mettre une confiance, je peux rajouter la bonne source, et je vais pouvoir créer cette relation assez facilement, et retrouver dans une vue graph cette relation. Donc les analystes vont pouvoir intégrer autant des données trouvées en source ouverte que nos propres investigations. On va pouvoir les modéliser assez facilement en quelques clics et créer des relations et donc fournir un renseignement ensuite actionnable pour nos clients. Et pour terminer, là c'est la vue interface, mais évidemment toute la base de données est accessible via différents moyens. Donc le premier moyen c'est une API qui va permettre de récupérer l'intégralité de la base de données et de requêter cette base pour chercher le contexte autour d'un indicateur ou le contexte autour d'un objet intrusion set, par exemple. La deuxième mode de distribution, c'est qu'on a un feed de MISP. Donc, tout est disponible ici sur MISP. Et enfin, bientôt, on aura un analyseur Cortex qui va permettre de requêter notre base de données et récupérer du contexte sur l'indicateur, voire juste vérifier est-ce que Sequoia connaît cet indicateur. Et également tout ce qui va être TIP. Donc on travaille sur un connecteur OpenCTI et on est quasiment disponible maintenant presque dans la TP de Fred Quotient. Ça va arriver très bientôt. Donc voilà de mon côté. Je sais pas, Léo, s'il y avait eu des questions qui ont été posées. Non, des questions n'ont pas encore été posées, mais merci beaucoup Nicolas pour cette présentation. Donc effectivement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire dès maintenant. On peut se laisser une dizaine de minutes pour prendre les questions et y répondre. Donc n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser votre question dans le chat directement. Donc, comme je l'ai dit en début de webinaire, donc, on vous enverra sous 24 heures donc, cette présentation ainsi que le replay du webinaire. En plus de ça, vous recevrez également le livre blanc qu'on a produit sur la CTI avec beaucoup d'informations sur comment est-ce qu'on la produit, ce qu'on en fait à Sequoia, comment elle est travaillée. Voilà, donc si vous avez des questions, toujours, allez-y. Moi j'ai une question. Est-ce que en fait la solution permet de surveiller un site web en particulier pour voir s'il y a des attaques connues identifiées dans votre base qui permettraient, enfin qui auraient lieu en fait sur le site? Alors, pas forcément de cette façon-là. Donc là, quand vous parlez d'un site web, ça serait, nous, là, ça va plutôt rentrer, enfin, si je comprends bien la question, ça va plutôt rentrer dans comment on pourrait surveiller votre site web ou une application. Donc là, ça passerait peut-être plus sur vraiment sur l'autre module
de Sequoia.io, qui va nous permettre aussi de récupérer les logs de tout ça, et ensuite faire matcher avec notre base de CTI, et ainsi détecter voilà, s'il y a des tentatives d'attaque ou d'exploitation de certaines vulnérabilités sur le site web. Donc, dans ce sens-là, ça marcherait plus dans ce sens-là, quoi. Est-ce que vous sauriez faire la différence entre des tentatives d'attaque et puis des attaques qui sont allées plus loin? Bah là, ça dépend aussi du niveau. Donc là, c'est plus sur la partie vraiment, on va dire, détection. Euh, donc, ça dépend du type de log et de données qu'on peut avoir sur cette application, sur ce site web, qui vont permettre de détecter que voilà, l'attaque est juste une tentative. Est-ce que c'est juste du scan, un scan de port, ou est-ce qu'il y a eu une exploitation, et est-ce qu'ensuite il y a eu voilà, une modification de quelque chose, si on a de la surveillance aussi du code. Est-ce qu'il y a eu des exfiltrations parce qu'on surveille aussi ce qui peut se passer en sortie. Ça dépend vraiment du type d'information qu'on peut avoir sur ça. Ok, merci. On a deux questions dans le chat. La première, c'est est-ce que les expressions régulières sont possibles dans les recherches? Est-ce que tu veux les deux questions d'un coup ou répondre une par une? Bon, je vais prendre celle-là déjà. Alors, en termes d'expression, donc je pense qu'il y a un langage particulier pour faire des requêtes dans la base, qui est pas forcément, qui ressemble à des expressions régulières, mais c'est un langage de recherche un peu particulier, quoi. Mais il y a des opérateurs pour faire des recherches un peu complexes sur ça. Euh, Même si pour le moment, c'est pas forcément la fonctionnalité de recherche avancée n'est pas forcément euh, encore implémentée sur l'interface, mais côté API, on peut faire différents types de requêtes pour filtrer et trouver vraiment l'information qu'on recherche. Seconde question. Donc, aujourd'hui, vous utilisez un certain nombre de flux OSIF. Est-ce que vous avez des accords commerciaux avec des fournisseurs privés? Alors, non, pour l'instant, donc on a beaucoup de sources ouvertes et on n'a pas d'accords commerciaux sur des sources privées d'autres éditeurs de CTI. Après, il y a des choses un peu plus semi-privées où il y a besoin d'avoir une inscription et on a l'accord de certains trackers pour réutiliser leurs données en les sourçant, mais pas d'accord commercial pour le moment. Après, c'est pas encore forcément, j'ai pas forcément les informations pour savoir si ça sera fait plus ou moins rapidement, mais pour l'instant, c'est voilà, source ouverte et source Sequoia. Et le but étant, sur cette partie source, d'améliorer nos propres capacités euh, d'investigation. Donc, on a une centaine de trackers, on a évidemment des capacités d'analyse de malware et toute la communauté, on va dire CERT, CTI, auxquels peuvent être abonnés ou être adhérents nos analystes. Mais le but, voilà, c'est de développer aussi toute cette partie source Sequoia pour avoir une autonomie aussi sur ces sujets de sources d'information. On a encore quelques minutes pour prendre des questions, si des questions arrivent. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de recos issus de votre outil pour voir si on peut les appréhender facilement? Alors pour l'instant, en fait, sur la partie recommandation, euh, il y a deux niveaux. Au niveau Intelligence Center, donc on va prendre un petit peu des recommandations, soit par exemple quand on fait pour un exemple un rapport Flint sur une vulnérabilité, on va pouvoir ensuite l'intégrer dans la plateforme, faire créer l'objet, enfin récupérer l'objet lié à cette CVE et l'associer à une course of action qui va être voilà, de patcher cette vulnérabilité avec par exemple le détail finalement du patch, le lien de l'éditeur, des choses comme ça.
Ou alors, ça peut être des recommandations assez génériques issues de la base attaque, qui finalement déjà propose de nombreuses course of action qu'on va pouvoir aussi reprendre dans la base. Et ensuite, sur la partie plus opérationnelle, liée à notre plateforme Sequoia.io, le but, c'est d'avoir aussi de plus en plus d'automatisation en disant que voilà, selon le type d'indicateur ou de campagne, on va pouvoir aussi, ou le TTP, enfin plutôt l'attaque pattern, on va pouvoir mettre en place des solutions de remédiation plus ou moins automatiques selon la menace en disant, bah voilà, telle IP, bah, il faut la bloquer. Donc, on va aussi se servir de certains référentiels type OpenC2 pour permettre à terme l'automatisation de la réponse en cas de détection de levée d'une alerte via un indicateur précis. On pourra lui dire, bah voilà, il faut bloquer cette IP dans ce domaine dans le proxy, ou il faut envoyer une alerte au CERT pour qu'il investigue sur cette machine et qu'on fasse une collecte d'artefacts pour investiguer. Ça peut être différents types de recommandations, soit très opérationnelles, soit assez génériques, clairement. Ok. Et est-ce que il y aurait une interface qui permettrait d'identifier un espèce de top 10 des recommandations pour un secteur et une zone géographique donnée? Alors, pas pour le moment, mais voilà, dans la roadmap, il y a toute une partie, donc là, les différentes vues que je vous ai présentées. Donc, la vue principale, la vue report sont les principales vues clients. Et là, on travaille sur la vue dashboard pour apporter, voilà, consolider ces informations et avoir appliqué des filtres aussi. Et se dire, voilà, je veux le top 10 des TTP de mon secteur, les top 10 des course of action, le top 10 des groupes d'attaquants. Bah, voilà, je pourrais avoir ça dans un dashboard personnalisable selon mon secteur d'activité, mes zones géographiques ou mes centres d'intérêt en termes de menaces, si je les connais déjà, quoi. Ok, merci. On a une question de plus dans le chat. Donc, comment se base votre système d'attribution des attaques pour les acteurs étatiques par une étude du contexte géopolitique et économique au moment de l'attaque sur le pays concerné? Alors, bonne question. Sur la partie attribution, clairement, c'est pas forcément, voilà, sur cette partie-là, c'est pas notre rôle à nous en tant qu'entreprise privée forcément de faire de l'attribution. Donc on va dire qu'on va faire de l'attribution soft. On va déjà se servir de ce qui a été attribué en source ouverte déjà, parce que beaucoup de choses sont déjà attribuées, on va dire, à tort ou à raison. Mais en tout cas, on peut l'indiquer avec un niveau de confiance aussi, qui peuvent être modifiés par nos analystes. Et ensuite, voilà, c'est vraiment, on va dire, informatif pour donner un peu de contexte qu'on va faire ça. Et évidemment, voilà, le fait d'avoir des analystes, donc on a plusieurs analystes type géopolitique, relations internationales, qui sont spécialisés sur certaines zones géographiques, comme la Russie ou la Corée du Nord, bah, ça va nous permettre d'avoir ce contexte géopolitique, géoéconomique, pour nous-mêmes, bah, des fois, donner notre avis sur la question. Mais voilà, ça reste informatif. On n'a pas de doctrine d'attribution. On va surtout se baser sur ce qui est dit en source ouverte et vérifier un minimum et l'indiquer quand il y a quand il y a des doutes sur ces attributions. Merci beaucoup, Nicolas. S'il y a une question de fin, allez-y. Je pense qu'on prendra peut-être encore une dernière question. Sinon, merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire jusqu'au bout. Merci à Nicolas pour la présentation. Donc, si vous merci à tout le monde. Si vous souhaitez nous contacter, donc vous pouvez contacter Nicolas à l'adresse qui s'affiche là ou à commercial@sequoia.fr. Dans tous les cas, vous recevrez les informations dans 24 heures liées au webinaire. Donc cette présentation, le webinaire en tant que tel, et puis le livre blanc.